c'est difficile à porter cette filiation, d'être la fille de Jean-Marie Le Pen? Non, non, mais je suis un peu schizophrène, c'est pour ça. Donc quand je parle de mon candidat, je dis Le Pen ou je dis Jean-Marie Le Pen. Et je réserve mes papas à des moments où nous sommes tous les deux dans l'intimité. Marine Le Pen a-t-elle résolu ses problèmes de schizophrénie? En tout cas, depuis cette époque, en 2007, où elle pilotait la campagne présidentielle de son père, elle avait toujours semblé l'excuser et le défendre, du moins jusqu'à ce fameux mois d'avril 2015. Alors que s'est-il passé pour que soudain tout change? La rupture spectaculaire entre le père et la fille éclaire-t-elle d'un jour nouveau leur relation passée? Et quelle part le personnel et le psychologique jouent-ils dans cette rupture apparemment politique? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, le front familial avec nous. 4 invités, bonjour. Alors tout d'abord 2 psychanalystes. Didier Lauru, spécialiste des relations parents-enfants, autant dire notre sujet du jour, et auteur notamment de ses livres Figure du père à l'adolescence chez RS, après un autre il y a quelques années sur les relations père-fille chez Albin Michel. Sophie Cadalen, psychanalyste aussi. Vous êtes-vous intéressée aux réactions des femmes de pouvoir, et on verra ce que vous pensez de celle de Marine Le Pen qui rompt avec son père 4 ans après lui avoir succédé. Sylvain Crépon, sociologue et spécialiste du Front National, pour mettre en perspective ses commentaires et ses moments. Et enfin Sébastien Boller, directeur adjoint de la revue Cerveau et Psycho, romancier aussi, auteur de romans psychologiques, pour analyser les postures et les attitudes du père et de la fille. Un père et une fille qui se déchirent depuis début avril, lorsque Jean-Marie Le Pen a réitéré ses propos négationnistes à plusieurs reprises. Suite à ça, sur TF1, Marine Le Pen officialise la rupture. Là, on a le sentiment dans cette interview, dans cette séquence qui commence à être longue, qu'il y a toutes les provocations qui sont réitérées. Il y a une grande lassitude et une grande incompréhension de la part des adhérents, des électeurs du Front National, des militants, des candidats qui ne comprennent pas pourquoi le président d'honneur, pour lequel ils ont évidemment une très grande affection, pour lequel ils ont une très grande admiration pour ce qu'il a pu faire pour le Front National, qu'il a fondé, pourquoi est-ce qu'il s'acharne à affaiblir le Front National? Et après ça, et 15 jours de conflit par médias interposés, eh bien les 2 pères et filles vont se retrouver pour la première fois ensemble le 1er mai, quoiqu'ensemble, pas tout à fait. Alors que Marine Le Pen va débuter son discours, il s'invite à la tribune, sans un regard pour sa fille. Ce n'était pas prévu. De longues secondes d'attente pour la présidente du FN, qui n'a d'autre choix que de patienter. Finalement, il quitte les lieux. Marine Le Pen commence immédiatement à parler. Mes chers compatriotes, Françaises et Français de mais son métropole, père ne l'entendra pas, il est déjà parti. Voilà, et si Marine Le Pen ne fait aucun commentaire sur le moment, eh bien elle exprimera 2 jours plus tard tout son ressentiment en termes beaucoup plus durs que la première fois. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Car les propos qu'il tient sont précisément, comme j'ai eu l'occasion de le dire, totalement contraires à la ligne politique du Front National. J'ai le sentiment qu'il ne supporte pas que le Front National continue à exister alors qu'il n'en a plus la direction. Voilà, je le regrette. Évidemment, je le regrette et je pense qu'il outrepasse complètement les prérogatives que lui donne son statut personnel. Mais au 1er mai a alourdi son dossier, comme dit quelqu'un qui vous est proche. Je pense que c'était malveillant de sa part. C'était volontaire et malveillant. Je pense que c'était un acte méprisant à mon égard. Voilà, je le dis très clairement. Et j'avoue que ceci me plonge dans un abîme de perplexité. Voilà, malveillant, elle répète le mot d'ailleurs plusieurs fois dans cette interview, méprisant. Qu'exprime le choix de ces mots qu'elle emploie là dans cet extrait, Didier Lauru, selon vous? Ça revient de loin, c'est une vieille rancœur. Vous avez l'impression que ça vient de loin? Oui, parce qu'après l'avoir adulé, avoir voulu lui ressembler, avoir voulu prendre sa place avec l'accord du père et la bénédiction du père, elle passe enfin de l'autre côté et elle assume ce rôle que lui avait préparé et voulu son père. Et elle est en mode d'exercice du pouvoir et depuis lors, elle ne tente que de se démarquer de son père et que l'agressivité est obligée de ressortir d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il y a un dilemme? Alors,
entre la fille et la responsable politique, parce que c'est quand même ça le clivage, le vrai clivage, il est là. Il n'y a pas de schizophrénie là-dedans, il y a un vrai clivage. Comme beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, on a l'habitude du fratricide, qui est quand même très très courant en politique. Là, c'est, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le parricide, on est dans le parricide symbolique, mais qui a du mal à se mettre en place et qui a du mal à être assumé par les deux. D'accord, et c'est pour ça que vous dites que finalement il y a une évolution, parce que ce qui est frappant aussi, c'est l'évolution entre la première fois, effectivement, où elle officialise la rupture sur TF1, et puis ces mots très durs qu'elle prononce pour la première fois, effectivement. Alors, on va y revenir peut-être d'abord. Aussi, entre les deux, il y a quand même cette fameuse image du 1er mai qui a été beaucoup vue et commentée. Qu'est-ce qu'elle exprime, selon vous, Sébastien Bollers, cette image aussi du 1er mai qui semble marquer un peu aussi un point de bascule? Là, c'est le caractère de Jean-Marie Le Pen qui éclate au grand jour, avec ce manteau rouge qui crève l'écran, ces mouvements. En psychologie du comportement, on appelle ça les mouvements extravertis. Ah oui, quand il Et voilà, c'est ces mouvements, le poing levé, les bras écartés, les jambes étendues. Souvent, on fait des analyses de corrélation entre les postures et certains traits de personnalité qu'on peut étudier par des méthodes scientifiques. Ce type de gestuelle, c'est typiquement une gestuelle de domination, une gestuelle d'extraversion pour occuper le terrain. C'est corrélé avec des activités dans le cerveau, dans certaines zones de l'agression aussi, comme l'amygdale basolatérale. On a là typiquement quelqu'un qui refuse de se laisser mettre de côté et qui va même physiquement essayer d'imposer sa présence. Mais ce que vous disiez est très juste, je pense, sur la relation père-fille, parce qu'on est dans une relation père-fille très particulière, parce qu'elle se situe sur le plan professionnel aussi, puisque c'est un homme qui a poussé sa fille. Et depuis quelques années, dans les études en psychologie aux États-Unis, on voit se dessiner des résultats qui montrent que les filles qui ont des papas qui ont confiance en elles et qui les poussent professionnellement réussissent beaucoup mieux, que c'est un facteur déterminant. Et du coup, je pense qu'à un moment où le père fait volte-face et veut bloquer cette progression, il y a une immense frustration. D'accord, ok. Ça pourrait expliquer l'évolution psychologique. Mais alors, il y a aussi effectivement ce moment, parce qu'on a l'impression que, je le disais, il y a un contraste entre les deux. La première réaction de Marine Le Pen voilà, sur TF1, le moment où elle officialise cette rupture, et puis 15 jours plus tard, entre les deux, il y a ce 1er mai. Vous pensez que c'est... Comment s'explique le changement, selon vous, vous qui voilà, connaissez bien le Front National? On a entendu une première explication effectivement psychologique, c'est des choses qui ressortent comme ça, qui étaient là depuis très longtemps. Selon vous, il n'y a que ça ou il y a aussi autre chose? Mais je pense qu'il y a aussi, il faut interroger la nature politique du Front National. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce parti politique? C'est un parti qui vient de l'extrême droite, c'est un parti nationaliste, et comme tous ces partis populistes, nationalistes d'extrême droite, le leader est associé au parti. C'est-à-dire que le leader incarne le parti. Et à ce niveau-là, le nom de Le Pen est très important. On parle de lepénisme, on ne parle pas de frontisme. Donc c'est un Le Pen qui porte les couleurs du parti politique. Mais justement, toute la question est là, et c'est ça qui est absolument très intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au Front National, bien sûr, il y a des chapelles idéologiques, mais tout le monde est regroupé derrière le leader. Et ce qu'a parvenu à faire Jean-Marie Le Pen avec le Front National, c'est de fédérer toutes les chapelles de l'extrême droite au sein du Front National. Et alors maintenant qu'il y a une transmission qui doit s'opérer, Jean-Marie Le Pen, finalement, n'est plus aussi d'accord que ça de ne plus incarner le Front National. Il incarne l'histoire, mais il n'incarne plus le présent du Front National. Oui, mais on avait l'impression qu'il acceptait effectivement que sa fille l'incarne, même si effectivement, il y avait des fois des petits bémols, des petites critiques, etc. Est-ce que là, du coup, cette image du 1er mai, est-ce que c'est pas justement c'est cette violence qu'elle exprime? Finalement, il y a les deux Le Pen qui se font face sur l'estrade. Est-ce que c'est pas peut-être ce qui a pu déclencher quelque chose chez sa fille? Est-ce que c'est pas ça qui a pu aussi... Oui, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marie Le Pen a transmis le flambeau à sa fille, mais dans l'espoir de pouvoir, que ça lui donne le moyen de rester, d'être omniprésent au sein du Front National. Or, justement, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément le cas, ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que c'est ce qui crée, à mon avis, cette violence et cette tension dans le parti. Et alors sur l'évolution de Marine Le Pen, entre les deux extraits, Sophie Cadalen, justement, on parlait des femmes de pouvoir poussées par leur père. Là, on a l'impression qu'il y a un peu quand même deux temps chez elles, non, dans la rupture. Alors il me semble, c'est une interprétation, mais on parle beaucoup de meurtre du père, mais il me semble que c'est lui qui ne cesse de vouloir la dézinguer, je dirais même. Ouais, on reviendra sur ces déclarations plus loin à lui. Hein, oui, et moi, elle me donne l'impression, en tout cas, d'être acculée au fait qu'elle est obligée à un moment donné de le pousser, de le dégager. Il l'oblige à ça. Je la trouve très malheureuse, d'une certaine manière. Oui, notamment dans le premier extrait, on a l'impression que c'est douloureux. Ouais. Mais même le deuxième, c'est plus agressif, quelque part. Voilà. C'est un petit peu, d'une certaine manière, la philosophie des arts martiaux. On apprend à se bagarrer pour ne pas avoir à aller au conflit, mais s'il faut y aller, va falloir se tuer. Voilà, les prises, elles sont faites pour que d'un coup d'un seul, on se tue. Et là, elle me donne l'impression d'avoir retenu ce moment où il s'agirait effectivement
de se mettre sur le ring et que l'un flingue l'autre, et que là, voilà, il l'y oblige vraiment. D'accord, donc quand elle parle de malveillance, etc., vous l'entendez pas que comme des éléments de langage pour justifier la trahison, enfin ce qu'a dit son père, mais comme vraiment, voilà, quelque chose qu'elle ressent à ce moment-là. Oui, parce que ces actes à lui, voilà, au-delà des stratégies, tout ce qu'on a imaginé, supposé, voilà, est-ce que ça avait vocation à nous faire croire qu'elle lui prenait la place et qu'il l'a cédé qu'à un cas, mais il est méchant. Enfin, c'est d'une violence, c'est d'une insulte même à plein d'égards. On est vraiment presque dans une bagarre de rue. Ouais, mais alors c'est aussi parce qu'elle dit sur l'extrait de sur Europe 1, on dirait qu'il ne veut pas que le FN continue à exister, alors que ça fait quand même voilà 4 ans qu'elle a pris sa succession, qu'elle travaille à ses côtés. Alors vous disiez c'est le retour du refoulé. L'un et l'autre, je vais vous faire réagir à ça. On se dit mais pourquoi le découvre-t-elle seulement à ce moment-là? Est-ce que c'est effectivement le couvercle qui saute ou est-ce que il y a une prise de conscience? Peut-être elle ne voulait pas le voir avant, mais il a toujours été comme ça. Il a toujours ce monsieur a toujours eu des aspects très destructeurs. Et effectivement, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de la structure clanique de ce parti qui n'est pas comme beaucoup d'autres partis par ailleurs en France, et qui fait que ça repose sur la figure du leader charismatique, et que tout d'un coup, il y a effectivement cette espèce de conflit entre les leaders. Il en faut un, il y en a deux, et il y en a un de trop, effectivement. Alors, on n'est pas tout à fait, on parlait de meurtre symbolique tout à l'heure, là, l'escalade va de toute façon continuer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit KO ou mis hors d'état de nuire. Oui, parce que maintenant qu'il est flagrant qu'il y a 2 Le Pen et qu'il n'en faut qu'un, ça ne peut pas s'arrêter, c'est ça? Mais ce qu'il y a aussi, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une formidable ambition politique des deux côtés. C'est la question du pouvoir. Il y en a un à qui le pouvoir échappe, mais il s'en est aperçu trop tard, puisqu'il l'avait donné à quelqu'un d'autre, pensant le garder, effectivement, en le donnant à sa fille, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis de l'un autre, il y en a une qui veut absolument le pouvoir et qui veut aller encore plus loin. Et il y en a un qui gêne, c'est papa. Oui, on dirait qu'il ne veut pas que le FN continue à exister. Oui, mais... Qui sort maintenant 4 ans après, quoi, quand même, la transmission, effectivement, alors que, bon, en plus, Jean-Marie Le Pen est quand même assez âgé, on dirait, mais elle a attendu tout ce temps. Elle a attendu tout ce temps. Alors, je crois qu'il y a une divergence sensiblement idéologique, notamment sur les références au passé qu'il peut y avoir au sein du Front National. Et Jean-Marie Le Pen qui dit, en gros, je prends tout, je prends Pétain, je prends De Gaulle, toutes ces tendances se réunissent au sein du Front National. C'est pas nouveau, mais il y a une différence aussi de stratégie qui, à mon avis, aussi est là-dessus fondamentale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte assez rapidement au sein du Front National que Jean-Marie Le Pen, finalement, ne voulait pas le pouvoir. Oui. Qu'il ne se donnait pas les moyens d'accéder à la fonction suprême, puisque lorsqu'on veut accéder à la fonction suprême, paradoxalement, il faut déléguer, il faut des contre-pouvoirs dans son entourage, au sein de son propre parti, il faut se constituer un réseau d'élus locaux. Ce que vous dites comme explication, là, c'est très politique. Si elle le dit à ce moment-là... C'est une des interprétations, il y en a plusieurs, hein. C'est mélangé là-dedans. On va revenir un peu plus loin sur la chronologie, les propos de Jean-Marie Le Pen, mais d'abord quand même une petite mise en perspective. Est-ce que cette rupture actuelle est claire d'un jour nouveau? Toutes les déclarations précédentes de Marine Le Pen, alors il y en a énormément, c'est un petit florilège. On commence en 2006, là il y a une première brouille, lorsque suite à des propos de son père déjà sur l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, Marine Le Pen écrit un livre, mais dans lequel elle semble quand même dédouaner son père. C'est un trait de caractère qui fait qu'encore une fois, il prend du recul sur les choses. Et quand il a dit « l'occupation allemande n'a pas été si inhumaine », je pense qu'il faisait référence à ce qu'elle a pu être dans d'autres pays. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça peut étonner et ça peut choquer, ça peut blesser. Moi, je comprends ça. Je veux dire, mais je suis absolument persuadée que ce n'est pas son but. C'est un enfant de la guerre, voilà. Je crois que les enfants de la guerre ne réagissent peut-être pas de la même manière que nous qui sommes des enfants de la paix. Voilà, il ne cherche pas à provoquer, jure-t-elle, mais en 2008, lorsque Jean-Marie Le Pen réitère déjà ses propos sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, eh bien la fille prend ses distances. Je ne partage pas la vision que mon père a de la Seconde Guerre mondiale. J'ai une vision différente de ces événements. Voilà, je vous le dis très tranquillement, mais il semble attaché à sa liberté de parole. Il en connaît les dangers. Voilà, et pourtant, 2 ans plus tard, lorsque son père s'apprête à lui passer la main, eh bien, on l'interroge là, de façon un peu plus générale sur les dérapages de son père, et elle semble à nouveau le dédouaner. Est-ce que vous ne regrettez pas certains propos qu'il a tenus? Vous avez pris vos distances parfois, notamment sur l'affaire du détail? Je suis surtout frappé par
par le mauvais traitement qui lui est fait. Voilà un homme qui, pendant 60 ans, a consacré son existence à la défense de sa patrie, qui, pour cela, a fait beaucoup de sacrifices de sa vie personnelle, qui n'a jamais dévié de sa route malgré les difficultés, qui a dit des choses que personne d'autre n'a osé dire, qui a prévenu les Français sur les maux qui sont aujourd'hui ceux qu'ils subissent. Et on essaye de faire retenir de lui qu'un mot prononcé il y a 25 ans. Alors, je vais vous faire réagir sur les aspects plus psychologiques, parce que c'est vrai que c'est assez incroyable de revoir toutes ces déclarations. Mais tout d'abord, vous, Sylvain Crépon, qui connaissez bien le Front National, quand vous revoyez ces extraits, à la lumière de ce qu'on sait et de ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous l'entendez différemment, ce qu'elle dit Marine Le Pen, ou pas? Non, je ne l'entends pas différemment. En fait, Marine Le Pen est obligée de gérer son père. Elle a toujours dû gérer son père. Enfin, elle a peut-être comme convaincante quand elle le défendait. Non, mais je veux dire, c'était une autre époque. C'était une époque où Jean-Marie Le Pen avait beaucoup plus de poids au sein du parti. C'était une époque où Marine Le Pen était en train d'émerger dans le parti. D'accord, c'était pas le même rapport de force. Elle avait besoin de son rapport pour pouvoir émerger au sein du parti. Même après 2011, il fallait un peu préparer l'après Jean-Marie Le Pen et tenir compte de ce rapport de force. Et là, je pense que maintenant, après les résultats des élections qu'il y a eu après la présidentielle, donc notamment les dernières départementales et avant ça les municipales, Marine Le Pen a réalisé qu'elle peut avoir des succès électoraux sans son père. D'accord, ce sont ces succès électoraux qui inversent le rapport de force. Je pense que là, maintenant, elle prend de l'assurance que ce qu'elle pense des déclarations de son père n'a pas évolué, mais que maintenant le rapport de force est en sa faveur et qu'elle est prête pour l'affrontement. D'accord, donc en fait, ça veut dire qu'elle n'en pense pas moins, si je comprends bien, pendant toutes ces années. Il y a surtout une question de rapport de force. Sébastien Boller, quand vous réécoutez ça? On a un processus d'individuation qui s'étend sur une longue période, sur 10 ou 20 ans, alors que normalement, ça se fait dans l'enfance, dans le développement du système nerveux de l'enfant. D'accord, normalement, on rompt avec son père à l'adolescence, là, c'est beaucoup plus tard. C'est en se rendant compte qu'on ne pense pas forcément comme sa figure tutélaire, qu'on se crée sa propre individualité. Et les enfants quittent la maison souvent après 18 ans. Elle est restée dans la maison Front National jusqu'à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est surprenant qu'elle a quitté la maison où son père a ses bureaux il y a quelques mois. Hein, et elle fait la rupture justement quelques mois après avoir quitté la maison. C'est vrai que c'est intéressant. Ça explique que ça prenne un certain temps et puis qu'il y ait des allers-retours. Mais on est vraiment face à un processus d'individualisation psychologique, politique, les deux étant imbriqués, à mon avis. Oui, sur le mode d'émancipation, vous partagez ce regard. Cette hypothèse sur une adolescence très tardive de Mme Le Pen. Pourquoi pas oui, parce qu'elle a quitté le domicile familial ou parental assez tard finalement, et au moment de son autonomisation, pour affirmer sa propre pensée, si tant est qu'elle en ait une, parce que moi je trouve que je repensais aussi aux situationnistes et à ce que Debord a pu raconter sur la société du spectacle. Le Front National qui toujours a dit depuis longtemps qu'on ne les voyait jamais, qu'ils n'avaient jamais la parole, on les voit jusqu'à l'écœurement, et on les voit jusqu'à l'écœurement dans leurs propres contradictions, puisque là, on les voit se déchirer entre eux, avec des interprétations qu'on peut faire. On n'est pas dans leur tête. Bien sûr. Je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen voit un analyste, ni sa fille non plus. Même s'il fait beaucoup de références à la psychanalyse, on y reviendra. Oui, ça serait intéressant à commenter, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ça n'apporte rien, sinon qu'il y a des interprétations politiques qui tiennent, parce qu'on voit bien, il y a une logique de pouvoir, et qu'on est dans une logique de pouvoir, et que je crois qu'il ne faut pas trop psychologiser non plus. D'accord, c'est le psy qui nous dit ça. Il vaut mieux voir ça à un niveau politique, parce que les effets sont politiques, avant tout. On va faire Jean-Sophie Cadenet un petit mot juste sur... C'est juste aussi pour rappeler très brièvement que dans l'entourage de Marine Le Pen, et l'entourage proche de Marine Le Pen, il y a aussi des gens qui, idéologiquement, n'ont rien à envier à Jean-Marie Le Pen. Donc je pense qu'il y a une rupture qui est peut-être, à mon avis, aussi une rupture avant tout en fonction de la stratégie qui est mise en avant. D'accord, pas tant comme on l'a dit ici. Une rupture peut-être au niveau moral. D'accord. Et alors sur les types de réponses de Marine Le Pen, peut-être une réaction, parce qu'on avait quand même l'impression qu'avant, effectivement, bon, globalement, elle le dédouanait, mais qu'il y avait quand même des moments où elle montrait bien qu'elle prenait ses distances, elle oscillait entre les deux. Que pensez-vous de ce mode de fonctionnement? Comme il a été dit, il fallait qu'elle le gère, mais je ne suis pas certaine, on est dans une logique où cette femme veut exister, prendre une place, pousser le père, mais j'ai l'impression que c'est arrivé tardivement, cette obligation de le pousser et de prendre sa place. On était d'abord dans une logique de transmission, d'héritage.
ça reste en famille, c'est lui qui passe le flambeau, c'est lui qui contrôle, elle a besoin de son aval, elle a besoin d'une certaine manière d'être aimée par lui, d'être reconnue par lui. D'accord, donc c'est pas qu'un rapport de pouvoir, vous Sauf dites. que le principe de réalité est intervenu, sauf qu'elle a grimpé, sauf qu'elle s'est installée dans le paysage politique, sauf que, comme vous disiez, les rapports de force sont inversés, et sauf que maintenant, ce n'est plus le même pouvoir qu'il vise. Elle est obligée, maintenant, de n'être plus la fille d'eux, d'être Marine sans être la fille d'eux, ou pas seulement la fille de Alors, vous disiez quelque chose tout à l'heure sur, effectivement, le fait qu'elle avait l'air très blessée, que c'était aussi un peu peut-être contrainte et forcée qu'elle faisait cette rupture aussi violemment, hein, même s'il y avait des stratégies très différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle parle de l'objectif de son père. Hein. Quand elle dit, voilà, quand elle le dédouane, elle dit que son but n'est pas de choquer, et puis quand elle rompt avec lui, c'est son père qui est malveillant. Elle se positionne toujours par rapport à l'intention de son père. Je voulais savoir ce que ça vous inspirait, s'il y a un petit commentaire à faire là-dessus. Ils ont toujours dénoncé la théorie du complot. Il y a toujours des complots contre eux. Et puis là, le complot, il est interne. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, soi-disant, le père complote contre la fille, et vice-versa d'ailleurs. Et c'est fou, ils se détestent, ils se sont beaucoup aimés, la fille a beaucoup aimé son père et vice-versa, et maintenant ils se détestent cordialement, comme dans tous les vieux couples. Ouais. Presque. Ouais. Donc là, quand toutes ces images où elle défend son père, elle le défend sincèrement. Vous dites ils se détestent, ils ne se détestaient pas. Là, elle l'aime encore. Il y a une rupture qui s'est produite après. Et alors, entre les deux périodes, hein, ce moment où Marine Le Pen excuse son père, hein, et notamment sur ses intentions, et la rupture actuelle, il y a eu une étape, à un moment où on a l'impression que les choses se mettent un petit peu en place. C'était il y a un an, en juin 2014, au lendemain de l'élection européenne où le FN arrive en tête. Eh bien, c'est peut-être dans l'euphorie de la victoire, en tout cas quelques jours après, eh bien Jean-Marie Le Pen, sur son blog vidéo, tient des propos très polémiques. Oui, mais il y a aussi tous ceux qui avaient juré, après la victoire du Front National, en cas de victoire du Front National, de prendre leur clic et leur claque et de quitter la France. Apparemment, c'est toujours pas fait. Ah oui, c'est M. Noah, ça. Oui. M. Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Voilà, alors suite au tollé suscité par ces propos, Marine Le Pen réagit, mais à l'écrit, dans une interview au Figaro. Je suis convaincue, dit-elle, que le sens donné à ces propos relève d'une interprétation malveillante. À l'époque, c'est pas encore le père qui est malveillant, c'est ceux qui interprètent mal. Il n'en demeure pas moins, dit-elle, qu'avec l'expérience qui est celle de Jean-Marie Le Pen, ne pas avoir anticipé l'interprétation qui serait faite est une faute politique. Ce que défend aussi la nièce, Marion Maréchal Le Pen, pour le coup, à la télévision. Dans les proportions que ça a prises, qui me paraissent complètement délirantes, il y a probablement un malaise un peu compréhensible de Jean-Marie Le Pen, qui, je crois très sincèrement, n'a pas du tout voulu faire un jeu de mots antisémite. Je le pense vraiment sincèrement. J'ai regardé la vidéo, j'ai vu la façon dont elle s'est déroulée. Voilà, il y avait Yannick Noah, il y avait Madonna, il y avait Patrick Bruel. Oui, enfin bon, voilà. Oui. Je pense très honnêtement, je crois pas du tout. Ce qui est malheureux après, c'est voilà le sentiment peut-être. Enfin, c'est pas le sentiment qui est malheureux, c'est le mot. Non, parce que très honnêtement, là-dessus, et c'est d'ailleurs ce qu'a relevé Marine Le Pen, et je suis d'accord avec elle, il y a eu une faute politique. Elle l'a dit, il y a une faute politique, parce que quand on est Jean-Marie Le Pen, et je le pense aussi qu'on a 60 ans de vie politique derrière lui, et qu'on a, qu'on est un personnage qui encore maintenant est un petit peu sulfureux, c'est une réalité, eh bien on fait attention. Voilà, encore maintenant, on peut sulfureux, il le sera d'autant plus un an plus tard. Là, on a l'impression qu'il y a une étape, peut-être, c'est ce qu'on peut se demander en voyant ça, non, vous faites non. C'est fantastique, il y a une mise en abîme de la banalisation des chambres à gaz, de la Shoah, qui se produit pour une première fois avec la Fournée, et une deuxième fois avec Marion Maréchal Le Pen qui dit bon non, c'est rien, c'est pas anticipé. La minimisation des événements tragiques, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Hein. Les psychologues légaux, par exemple, les criminologues, étudient ça chez les grands criminels qui, systématiquement, face à leurs victimes, vont avoir un discours qui consiste à dire mais non, c'est pas si grave. Mais en même temps, on voit qu'elle n'est pas du tout à l'aise, non? Peut-être quand mais elle. Non, mais systématiquement, il y a cette façon de dire ben non, c'est pas si grave ce qu'il a fait, ça se voulait pas antisémite. Et ça se répète de génération en génération. Oui, mais justement, ça se répète et jusqu'au moment où ça cesse de se répéter, c'est pour ça qu'on se demande s'il n'y a pas là une rupture, parce qu'elle cherche à le défendre, mais Marine Le Pen ne le fait pas à la télé, le fait pour la première fois par voie de communiqué. La petite fille le fait, mais elle a l'air très mal à l'aise. Est-ce qu'il n'y a pas un point de bascule ici? Ça ne se répète pas dans le discours politique, mais dans les attitudes de fond, si.
Si vous regardez bien le communiqué de Marine Le Pen et la réaction de Marion Maréchal Le Pen sur le plateau, effectivement, ils condamnent la faute politique, mais à chaque fois, ils disent mais non, nous, on le connaît bien, il n'est pas comme ça. Oui, elle minimise l'intention, c'est ce qu'on disait sur l'intention. Oui. Ouais. Bah moi, je pense que le point de bascule, il n'est pas là. Je veux dire, le point de bascule, il est ce qu'on a vécu fin avril, début mai. C'est là où, véritablement, elle parle d'intention malveillante venant de son père. Mais avant ça, elle ne dit pas que c'est une faute morale. À chaque fois, elle dit c'est une faute politique. Oui, mais pour la première fois, elle dit faute, mais d'accord, ok. Elle minimise quand même. Mais c'est une faute politique, c'est une faute stratégique. Il aurait dû anticiper, il aurait dû voir que la malveillance venait de l'extérieur. Encore une fois, c'est toujours un peu le complot des médias qui est responsable, finalement, de ce qui arrive au Front National. Mais la bascule, elle est pas, le basculement ne se fait pas encore ici. Là, je pense qu'on le défend encore. Le point de bascule, je pense que c'est les dernières élections où là, elle peut vaincre définitivement sans son père. On dit qu'elle fait des scores supérieurs à ceux de son père. Et maintenant, elle veut se mettre en ordre de bataille pour 2017 et elle ne pourra pas le faire avec ce père. D'accord, parce qu'il y a eu cette étape des Européennes où déjà il y a eu de gros succès, mais il faut le temps que ça s'intègre peut-être et que ça... D'accord, je comprends. Qu'elle l'intègre et qu'elle en tire les conclusions. Oui, Sophie Cadalane, sur cet extrait, sur ces réactions. Il me semble que ces moments-là racontent, enfin illustrent, et sans doute beaucoup plus lisible après coup, comme effectivement, elle ne tente pas vers le même pouvoir, vers les mêmes visées. Donc il y a un trublion quelque part à gérer, mais qui a eu son succès de cette manière-là. Donc, comme vous dites, oui, on le couvre encore, on interprète différemment, on édulcore, on arrondit. Mais ce que ça raconte, c'est que Marion Maréchal ou Marine, c'est pas les mêmes choses qu'elles visent. Il y a réellement une envie d'investir la vie politique pour Jean-Marie Le Pen, le rapport au pouvoir. Et pas seulement pour exister de cette manière-là provocante. Et il y a aussi, je pense, un rapport de force au sein du parti politique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des rapports de force, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt sur la ligne idéologique de Jean-Marie Le Pen. Et moi, je sais que j'ai fait du terrain au moment de la passation de pouvoir, c'est-à-dire en 2010-2011, et où j'avais des gens qui, idéologiquement, étaient beaucoup plus proches de Bruno Gollnisch, et donc face à qui Marine Le Pen était en compétition pour succéder à Jean-Marie Le Pen, et donc idéologiquement beaucoup plus proche de Jean-Marie Le Pen, mais qui avait fait le choix de soutenir Marine Le Pen, avec pour argument qu'avec Marine Le Pen, on allait avoir des victoires beaucoup plus probantes, beaucoup plus efficaces. Il y aurait la conquête du pouvoir. Et donc avoir des rétributions beaucoup plus significatives, et donc des postes à pourvoir. Et donc je pense aussi le rapport de force, il s'est fait à ce niveau-là en interne, parce qu'on a fait le choix de Marine Le Pen, le choix de l'efficacité politique. D'accord, donc c'est vraiment tout derrière ça, cette question effectivement de rapport de force qu'il faut avoir en tête. Alors, après cet avertissement, hein, cette première alerte, on va dire, où là c'est la faute politique hein, qui est mise en avant, eh bien arrive le fameux engrenage hein, qu'on a déjà évoqué de 2015. Alors je voudrais qu'on en revoie les différentes étapes, mais cette fois avec les réactions de Jean-Marie Le Pen, hein, qui a beaucoup réagi. Et alors ça commence, bon, tout d'abord, le 2 avril avec des propos où, pour la énième fois, il réitère ses propos sur le point de détail, donc les chambres à gaz, point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, quelques jours plus tard, rebelote dans la foulée, nouveau dérapage avec une interview d'Henri Varol. Et là, pour la première fois, sa fille et ses proches réagissent pas comme d'habitude. Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître. L'on a été très sévère avec lui à la Libération. Pour les proches de Marine Le Pen, c'est le dérapage de trop. Je ne peux pas supporter qu'on fasse l'éloge du régime de Vichy qui, en plus, a adopté l'ignoble statut des Juifs. C'est pour moi physiquement, sensitivement insupportable. Dans cette même interview, Jean-Marie Le Pen critique les choix politiques de sa fille, mal entourée selon lui. Il s'en prend aussi aux origines espagnoles du Premier ministre. Inacceptable pour les membres du bureau politique du Front National. On ne peut pas sanctionner un militant de base parce qu'il compare Taubira à un singe et laisser tout faire à Jean-Marie Le Pen parce qu'il a été le président fondateur du Front National. À un moment donné, il faut être clair. Est-ce que tous les matins, Marine Le Pen devra trembler à savoir s'il n'a pas fait telle ou telle déclaration la veille? Des propos sans appel. Dans son communiqué, Marine Le Pen elle-même ne retient pas ses coups. Jean-Marie Le Pen semble être entré dans une véritable spirale entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique. J'ai informé Jean-Marie Le Pen que je m'opposerai à sa candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors suite à ça, il y a un premier moment où on a l'impression que Jean-Marie Le Pen donne un signe d'apaisement en renonçant à sa candidature donc au régional au profit de sa petite fille. Mais en même temps, il semble quand même égratigner sa fille, mais en restant très souriant. Ce n'est pas moi qui l'aimerais, c'est elle qui se suicide. C'est elle qui se tire une balle dans le pied en prétendant
se détacher de Le Pen. Mais Le Pen, c'est, selon la comparaison, la métaphore, c'est soit une roue de la voiture, soit le moteur. Je constate que Marine Le Pen fait aujourd'hui l'Union nationale. Malheureusement, c'est contre son père. Est-ce que vous pensez que c'est presque un parricide? Oh mon Dieu, quel grand mot. Vous voyez, le cadavre, on se porte bien. Petit bonhomme pas mort. Je suis étonné de la violence de sa réaction. Et quand on évoque sa candidature au régional, en PACA. Vous persistez, vous signez? Écoutez, je vais voir. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et qui agit, lui, librement. Alors, on va revenir sur la déclaration, les propos de Jean-Marie Le Pen, son sourire, son attitude. Peut-être juste un petit mot concernant, encore une fois, Marine Le Pen et ses proches. Là, on voit la réaction, hein, en disant on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures entre le président fondateur et les militants. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu une évolution du rapport de pouvoir, peut-être aussi une occasion qui s'est présentée. Mais alors, c'est quoi? C'est les rapports de pouvoir ou c'est l'occasion? Parce qu'on voit bien qu'à l'origine de ça, il y a quand même, on va dire, 2 dérapages coup sur coup de Jean-Marie Le Pen, quoi. Ça va très vite, ça semble s'accélérer. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de pouvoir, un rapport de force qui s'est inversé au sein du parti politique, à la faveur des soutiens internes, mais aussi à la faveur des victoires électorales. Et puis, je pense que là, on a saisi cette occasion. Alors ça, je pense que c'est pas forcément Marine Le Pen, mais l'entourage de Marine Le Pen qui la conseille. Voilà, de dire, bon, là, c'est plus possible. Là, on arrive, les régionales se profilent, et là, les régionales, c'est quand même tout l'entourage des cadres du parti qui vont devoir affronter les prochaines élections régionales avec les commentaires sur les marchés. Si on leur ressort le point de détail, la Shoah, le fait que le Front National est toujours un parti d'extrême droite, ça va être extrêmement compliqué de faire campagne dans cette ambiance. Et puis, évidemment, les présidentielles. Et là, je pense qu'il y a eu suffisamment de pression pour lui dire, bon, maintenant, c'est plus possible. D'accord, d'où sa réaction, on l'a vu au début de l'émission, d'abord douloureusement formulée, puis plus fermement. Et alors concernant la réaction de Jean-Marie Le Pen, on va voir qu'elle a évolué, hein, sa réaction, mais là dans un premier temps, bon, il égratigne sa fille, mais en même temps, il semble rester très débonnaire, très souriant, peut-être un petit mot sur son attitude et puis sur son discours aussi. Il voit bien la pagaille qu'il met, je crois, et ensuite il boit du petit lait dans sa voiture. On a l'impression qu'il ne se rend pas compte, non, peut-être de ce qui est en train de se tramer. Il se rend très bien compte. Il voit bien qu'il est en train justement de faire courir au parti le risque que vous mentionniez, c'est-à-dire une espèce de retour en arrière, de décrédibilisation. Et quelque part, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de jalousie de voir sa fille réussir peut-être quelque chose qu'il n'a pas entièrement réussi à faire de lui-même du temps où il était le plus actif. Donc casser ce jouet, c'est peut-être quelque part une motivation aussi. Voilà, après moi le déluge. Hein. La jubilation que vous voyez, c'est la jubilation de celui qui casse son jouet. Enfin, après, c'est compliqué de surinterpréter, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est détendu, c'est clair. Hein, donc, oui, c'est ça qui est frappant, c'est qu'il est très détendu au début. Mais je pense que pour comprendre aussi ce qui se passe, il faut revenir en arrière, il faut revenir au moment de la scission. Lorsqu'il y a eu le conflit entre Le Pen et Maigret en 98-99, Maigret avait pour ambition de faire du Front National un parti à même d'intégrer le pouvoir, c'est-à-dire de faire des alliances avec la droite de gouvernement et donc de briser le cordon sanitaire. Et donc lorsqu'il y a eu ce conflit avec Maigret, Jean-Marie Le Pen s'est arc-bouté sur les fondamentaux d'extrême droite du parti. C'est-à-dire qu'il avait besoin de soutien interne et il avait besoin de rassembler son parti en justement créant le scandale de façon à ce que tout le monde fasse bloc. Oui, mais là, c'est plus le cas. Là. Et ben voilà, c'est-à-dire que maintenant, le contexte a changé. Il a cru qu'il pouvait continuer à agir de la sorte avec sa fille aux manettes. Mais là, Or, il le croit il a encore, fait, à mon avis, une erreur de pronostic à ce niveau-là et il va au clash. Mais lorsqu'on se souvient en 98-99, il était prêt à sacrifier son parti, c'est-à-dire à mettre son parti finalement en l'air pour pouvoir subsister. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va sacrifier son ego pour sauver le parti. Hein, j'entends souvent des interprétations, on dit en fait il y a une connivence entre le père et la fille de façon à sauver le Front National et lui permettre d'avoir une meilleure envergure. Non, pas du tout. Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui met le parti au service de son ego et non pas l'inverse.
D'accord, quitte à, pour le coup, être dans une logique suicidaire. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'il reste des bonheurs, selon vous, parce que, ma foi, ça lui pose pas tant de problèmes que ça, ce qui est en train de se passer. Il reste au centre de ce qui est en train de se passer. C'est un mégalomaniaque, c'est un narcissique. Oui, c'est pour ça même le terme de suicide n'est pas juste, à mon avis. Marine Le Pen essaye d'enrober ça, justement, en parlant de tentative de suicide. Enfin, de suicide, c'est une tentative de meurtre. Pour que, justement, comme vous dites, lui, en tant que personnage, en tant que égo, lui, soit intangible. Et si le parti vole en éclats dans la foulée, c'est pas grave. Lui reste et demeure. D'accord, c'est pour ça, donc oui. Il revient au premier plan. Finalement, c'est ça qu'il faut retenir. Et il utilise toujours la même terminologie qu'à l'époque du clash avec Maigret, la félonie, la trahison, et qu'il érige comme modèle. Alors attendez, parce que là, il n'a pas encore dit. Là, on est avant qu'il l'ait dit. Attendez, dans la chronologie. Mais surtout qu'il dit petit bonhomme pas mort. Effectivement, je suis toujours là, je suis toujours vivant, oui. C'est bien ça dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est effectivement de son meurtre à lui, mais pas du meurtre d'une idéologie ou d'un parti. C'est là où il confond les choses. Alors, il a toujours eu de la jouissance à utiliser des bons mots. Je pense qu'en même temps, il veut donner bonne figure, il veut faire celui qui n'est pas affaibli. Mais en fait, il l'est certainement. Mais il continue à jouer avec les mots, il continue à faire croire que tout va bien pour lui. Or, alors, il va effectivement, il continuera, mais il a toujours être dans la destructivité. Hein, et il va continuer à le faire, au risque de foutre en l'air parti. Alors attendez, justement. Ce qui importe, c'est sa jalousie personnelle et sa rivalité avec sa fille. D'accord, donc si on est là sur les images souriantes, pour vous, c'est ça, hein, c'est ce qui explique ce sourire, c'est quelque part sa survie, et d'ailleurs quand il dit petit bonhomme pas mort à lui, alors c'est vrai que ce sourire, il l'aura encore le lundi 4 mai, lorsqu'il quitte le siège du Front National, où doit se décider son sort. Est-ce que vous envisagez vous-même de vous mettre en retrait politiquement, monsieur Le Pen? Non. Non, pour ça, il faut me tuer. C'est pas Freud qui conseille de tuer le père? Monsieur Le Pen? Voilà, et là, il rit encore. Mais quelques heures plus tard, à l'annonce de sa suspension, eh bien là, changement radical, il ne rit plus du tout. J'ai dit, je souhaitais que la présidente du Front National se marie au plus vite pour changer de nom. Parce que j'ai honte qu'elle porte le même nom que moi. Ah oui, je suis dur, encore plus dur que ça. Ça ne fait que commencer. D'être trahi, ça fait toujours un peu de peine, même quand on est blindé. Surtout une fille et de dos, quelqu'un dont j'ai quand même largement favorisé la carrière, le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous souhaitez la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017 ? Pour l'instant, non. Non, parce que si de tels principes moraux devaient présider à l'État français, ça serait scandaleux. Voilà, alors tout à l'heure, vous expliquiez pourquoi il restait souriant. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi tout à coup il l'est beaucoup moins? Parce que finalement, c'est dans la droite ligne là, ce qui lui arrive, Sophie Cadalen. Justement, l'attitude n'a pas été la même en face. Au lieu de continuer à couvrir, à arrondir, à tenter de s'arranger de ces débordements, là, justement, là, il y a rupture, il y a clash, il y a non, je ne peux pas. Il le savait quand même le 4 mai en arrivant. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. On n'est pas dans une logique, voilà, celle du raisonnement, celle d'une stratégie au sens profitable et arrangeant du terme. Non, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, impérieux qui parle. Si c'est elle ou moi, ce sera moi et pas elle. Et d'ailleurs, cette histoire du nom est terrible. Je l'ai faite, je peux la défaire. Voilà, ce nom, si je pouvais, je le reprendrais. C'est intéressant parce que vous disiez il peut y avoir qu'un seul Le Pen. Il y a la concurrence entre les Le Pen. Finalement, il veut garder le nom et qu'elle change de nom. C'est ça. Et parce qu'il a très bien compris que son nom est associé au parti politique. Enfin, ça, c'est dans tous les partis populistes d'extrême droite. Je veux dire, Marion Maréchal s'appelle Marion Maréchal Le Pen parce qu'elle a parfaitement compris qu'elle devait utiliser ce patronyme pour sa carrière politique. Et sur le changement d'attitude, donc Sophie Cadalen disait, il ne se rend pas forcément compte au début, et c'est pour ça qu'il reste souriant de ce qui est en train de se jouer. C'est pour ça peut-être aussi qu'il change d'attitude? Non, parce que il sourit, et après il sourit pas, mais peu importe. C'est un sourire factice là encore. Une fois, bon, il a mal lu Freud, ça c'est pas très étonnant, parce qu'il ne s'agit pas de tuer le père, et c'est le meurtre symbolique du père, où on disait tout à l'heure que peut-être Marine Le Pen n'a peut-être pas eu l'occasion de le faire vraiment, et qu'elle est en train de le faire, mais sauf que ça se double et ça se redouble de quelque chose qu'elle aurait dû faire il y a longtemps, là dans la réalité de quelque chose d'extrêmement violent. Mais lui, de toute façon, il est furieux à l'intérieur. Ah, même quand il sourit. Vous pensez qu'il n'a pas changé psychologiquement d'état d'esprit et de stratégie? Il est suffisamment mégalo, j'imagine, pour croire qu'il ne va rien lui arriver, pour continuer à croire qu'il a du pouvoir. Peut-être qu'il pourrait construire un autre parti encore, ce qui serait une erreur fondamentale politiquement parlant,
Mais bon, ça, c'est sans problème. Hein. Mais je crois qu'en tout cas, il y a dans cette histoire, c'est une logique effectivement clanique qui est liée à ce parti et qui aboutit à cet éclatement où il faut effacer même le nom maintenant. Et ça c'est d'une violence rare, parce que quand on s'attaque au nom propre et qu'on rompt sa filiation, après l'avoir glorifié, valorisé, etc., là, on touche à des fondements symboliques extrêmement... Ouais, certains diront ce qu'il avait déjà fait. Vous faisiez allusion effectivement en 1999 avec sa fille. Il avait déjà rompu très violemment avec sa fille. Alors vous dites finalement dans toutes ces images, on voit qu'il boue intérieurement et finalement il ne change pas d'attitude, même s'il pense peut-être qu'il est indestructible et invincible. Pour moi, il est passé sur un mode bagarre là. Ouais. Et on va sûrement le voir dans les semaines à venir. En fait, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'il répond à une exclusion par une exclusion. Oui. Il dit, vous voulez il attend qu'elle se prononce et là... Moi, je t'exclus de ma famille. Il y a une sorte de symétrie. Et il dit, finalement, le cercle des Le Pen ne compte plus ma fille, j'exclus, c'est pas toi qui m'exclus, c'est moi qui t'exclus. On est vraiment dans une sorte de bataille de rue à ce niveau-là. D'accord, c'est pour ça qu'il y a ce changement de registre selon vous. Ah, il bascule en mode combat, oui. D'accord. Très... Même si lui, souvent, manie, on avait beaucoup vu manier effectivement parfois des propos assez violents, parfois l'humour, il joue souvent sur les deux registres. Là, pour vous, il y a une évolution? Pour moi, il y a une évolution et quelque chose qui permet de le mesurer. C'est par exemple au début de l'affaire, lorsqu'on le menace de le suspendre de la candidature en PACA pour les prochaines régionales, au début, il dit non, je serai candidat. Et finalement, il accepte que ce soit sa petite fille, Marion Maréchal Le Pen. Et là, je pense qu'il a fait tout simplement un calcul politique où il a fait le rapport de force au sein du parti et ceux qui étaient prêts à le défendre. Et là, il voit même que certains historiques du Front National, jusque-là, le défendaient bec et ongles et qui là commencent finalement à prendre leur distance, y compris en PACA. Et donc là, à mon avis, c'est à ce moment-là où, à partir du moment où il accepte que ce soit sa petite fille, il cherche un peu une sortie honorable en disant très bien, je soutiens, c'est Marion Maréchal. Voilà, en voyant que le rapport de force n'est pas favorable. Mais je pense qu'il a fait son calcul et que là, il se rend compte, il recule, je ne serai pas candidat en PACA parce qu'il a tout simplement fait son calcul et il se rend compte. Et là, à mon avis, il réalise. Et là, c'est là où la violence, véritablement, émerge. Jusque-là, on a l'impression que c'est le trublion qui rigole, qui est tout à fait ravi. Mais qui pense qu'il a encore du pouvoir, et là... Il pense qu'il a encore du pouvoir, et là, quand il renonce à la candidature, ça montre qu'il ne pèse plus rien dans le parti. S'il peut plus se présenter en PACA... D'accord, donc c'est un aveu d'impuissance, mais en même temps, suite à ça, et ce sera le mot de la fin, donc en même temps, il semble reculer, mais parce qu'il sent le rapport de force, vous dites qu'il lui est défavorable, mais en même temps, il s'est remis, comme vous dites très bien, après son exclusion, entre guillemets, mode combat. C'est quoi alors? C'est plus d'aveu d'impuissance? C'est quoi? C'est le désir quand même de quoi? Il ne lui reste plus que la violence destructrice pour exister. C'est tout ce qui lui reste. C'est tout cassé. Oui, un mot de la fin avec un petit... Shakespeare l'avait très bien montré dans Le Roi Lear en particulier, sur la destructivité d'un personnage vieillissant qui a eu beaucoup de pouvoir et qui ne veut pas transmettre le pouvoir, finalement, au fond. Ah, on est dans la structure et dans l'évolution classique, on va dire. Vous citez Shakespeare, des relations familiales, et voire destructrices. Oui, avec peu de nouveautés, finalement, sous le soleil, quoi. Sinon, on ne voit que... D'ailleurs, quand il parle de sa petite fille, il fait quelque chose de terrible aussi. Quand on va chercher derrière ce que ça raconte, voilà, dans les familles, dire « je ne t'aime plus de toi, mais je préfère elle, maintenant c'est elle mon héritière », c'est terrible. Là encore, c'est retuer la fille encore une fois, jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus que s'agiter. Donc c'est pour ça qu'elle est obligée de le tuer lui, maintenant. Sébastien Bollard ? Rien à ajouter. Bon, eh bien, merci à tous les quatre pour cette lecture psychologique, psychanalytique, philosophique, littéraire, théâtrale et politique aussi. Merci à Marie Lebon et à Fanny Gouja qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en lit. J'avoue, on m'a posé la question là, avant la réunion du Front National. Je pensais qu'il y aurait une mesure symbolique. J'avoue que j'ai pas du tout prévu que ça vienne aussi vite. Elle n'est pas tant que ça, forcément. Non, je pense pas. Je pense qu'elle a pas pu faire autrement. C'est ça.